à tous et merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info pour ce nouveau JT. Quels en sont les titres? C'est ce que je vous propose de découvrir dans ce sommaire. La remise des prix 2016 de la Fondation Prince Louis de Polignac vient d'avoir lieu à Paris il y a quelques jours. Le Grand Prix a notamment été remis à Serge Rezvani, auteur du fameux tourbillon de la vie que vous avez pu entendre dans le film de Truffaut, Jules et Jim. En principauté, le Conseil stratégique pour l'attractivité a organisé sa réunion plénière annuelle au musée océanographique. Autre réunion et séminaire du côté du Monte-Carlo Bay, celui de l'AOMF. Nous reviendrons également en sport sur le championnat du monde d'aviron de mer, sur les 3e championnats d'Europe de pétanque vétérans. Et nous aurons ensuite rendez-vous avec notre invité du week-end. Prenons donc la direction de Paris pour débuter. Vous aviez peut-être pu suivre dans notre précédente édition un reportage consacré à son Altesse Sérénissime le Prince Albert II qui était l'invité dès mardi de l'ESSEC. Eh bien, sachez que quelques instants plus tard, dans la capitale, le souverain a également assisté à la remise des prix de la Fondation Prince Louis de Polignac, comme vous l'expliquent Émilie Rousseau et Sylvain Péroumal dans ce reportage. Créée en 1997, la Fondation Prince Louis de Polignac a pour but de promouvoir la culture française et européenne tout en contribuant au développement de la science. C'est en présence du prince souverain qu'elle vient de remettre ses prix pour l'année 2016 à Paris. Une cérémonie qui revêt un caractère particulier car cette année marque le 20e anniversaire de la disparition du prince Louis de Polignac, qui n'est autre que le parrain du prince Albert II. Personnage que le juge Dorel, présidente cofondatrice de la Fondation, a bien connu. Il y a une petite anecdote qui le caractérise très bien. Lorsqu'il était petit garçon, on lui demandait, comme à tous les enfants, qu'est-ce que tu veux devenir plus tard? Au lieu de dire, je ne sais pas, pompier ou aviateur ou toutes les professions auxquelles rêvent les petits garçons, il a dit, après réflexion, il était tout petit, je voudrais être le roi d'un pays où tout le monde serait heureux. Donc c'était son souci déjà à sa naissance, il voulait qu'autour de lui, il voulait sentir le bonheur autour de lui et il l'a donné. Il a vécu les 35 plus belles années de sa vie à Monaco en tant que président, puis président d'honneur de la SBM. Et ceux qui l'ont connu ne pourront que vous confirmer qu'il était de ces magiciens qui, d'un coup de baguette magique, rendent tout un peu plus beau, un peu plus heureux, un peu plus confiant en l'avenir. Donc, c'est pour ça qu'il reste aussi vivant dans nos mémoires. Et le prince Louis de Polignac, grand amateur de toutes les formes d'art, aurait apprécié le lauréat du Grand Prix de la Fondation. Serge Rezvani symbolise cette pluralité dans l'inspiration artistique. Peintre, écrivain, compositeur, il est notamment connu pour être l'auteur du Tourbillon de la vie, chanson rendue célèbre par le film Jules et Jim de François Truffaut. Durant sa carrière, cet artiste pluri-indisciplinaire, comme il se décrit, aura fait la connaissance de grands noms qui aura marqué sa vie. Je dirais Raymond Queneau, qui m'a beaucoup poussé à écrire, justement, qui aimait beaucoup ma peinture, qui même m'achetait des tableaux quand j'étais jeune, et je suis devenu très ami avec lui. Et c'est lui qui m'a incité à écrire beaucoup. François Truffaut aussi m'a incité à écrire. Et puis, très jeune, j'ai rencontré Paul Éluard, avec lequel j'ai fait un livre qui est un de ses livres les plus rares. Voilà, j'ai une série de gravures. Éluard les avait beaucoup aimées, j'avais 17 ans, j'étais très jeune. Et donc nous avons fait ensemble un très beau livre. Voilà, et puis j'ai fait beaucoup de rencontres dans ma vie, bien sûr, mais bon, je ne vais pas faire le catalogue. Autre primé lors de cette soirée à Paris, Karina et Craig Waters. Ce couple d'Australiens s'est investi dans la rénovation du château de Gudane dans l'Ariège. Débuté en 2013, les époux ont fait face à un chantier pharaonique pour réhabiliter ce monument historique du XVIIIe siècle. Nous sommes littéralement tombés amoureux du château de Gudane dès que nous l'avons vu. Je pense que c'est une chose merveilleuse pour la France, pour le patrimoine français et notre communauté. Et aujourd'hui, nous sommes très fiers de notre parcours. Le château avait réellement besoin que l'on s'occupe de lui, qu'on lui redonne vie. Quand nous avons commencé le chantier, la première étape était de le reconstruire, de le remettre sur pied, jusqu'à ce qu'on puisse s'y promener sans forcément porter un casque de chantier.
Cette étape est désormais derrière nous, mais il reste encore du travail. Tout doit être fait avec minutie et nous devons faire avec beaucoup de facteurs, ce qui va encore nous demander encore un peu de travail. Cette cérémonie s'est clôturée en musique avec les lauréats du prix du conseil d'administration de la Fondation. L'ensemble musical Helios est un quatuor pour flûte et cordes formé depuis près de 20 ans maintenant. Il a notamment interprété une œuvre de Mozart, l'un des compositeurs préférés du prince Louis de Polignac. Vendredi, le Conseil stratégique pour l'attractivité a organisé sa réunion plénière annuelle sur le Rocher, où nous nous trouvons du côté du musée océanographique. Le ministre d'État Serge Tell en a profité pour présenter le rapport d'activité 2015-2016. Vanessa Dessy vous livre plus de détails dans ce reportage. Le Brexit pourrait-il créer une incidence sur les négociations en cours entre l'Union européenne et la Principauté? A priori, non. Il s'agit tout d'abord d'une rupture financière et d'une modification des accords commerciaux entre le Royaume-Uni et l'Europe, ce qui n'engendre aujourd'hui aucun impact réel sur ces discussions. Par contre, sur le fond, la grande question pour Monaco sera est-ce que les négociations Brexit ne vont pas risquer de rigidifier la position de l'Union européenne, notamment sur la question du mouvement des travailleurs en réalité. Et ça, c'est un peu une inconnue. A priori, je pense que la situation quand même est extrêmement différente parce que Monaco, sur ce plan-là, a quand même des dispositions spéciales qui sont déjà incluses dans le traité, avec un protocole précisément sur les états de petite superficie. Et c'est sur la base de ces dérogations-là qui sont déjà dans leurs principes incluses que Monaco négociera. Donc Monaco va se trouver dans une situation très différente de celle d'un Brexit d'un Royaume-Uni qui veut sortir. Concernant la fiscalité applicable au trust, la commission des finances du CSA estime que la principauté n'est pas assez compétitive et propose une évolution de l'interprétation de la fiscalité applicable sur le territoire de 0 au lieu de 16%. L'activité de gestionnaire de fonds d'investissement, quant à elle, bénéficie aujourd'hui d'un plan de communication précis. Nous avons fait des déplacements aux différents pays concernés, c'est-à-dire plutôt le Luxembourg, le Londres et des pays et des endroits tels que ceux-là. On essaie de contacter surtout des service providers parce que c'est plus facile à travers les grands brokers, les prime brokers, les avocats, etc. de faire attirer ces gens-là. Aller directement les rechercher, très difficile. Donc c'est à travers un peu les service providers qu'on a essayé de modéliser ou d'utiliser nos ressources. Ayant pris conscience de l'importance de la croisière en principauté, la commission Destination Monaco s'est penchée sur l'optimisation des revenus générés par les passagers lors des escales à Monaco. Nous avons fait cette étude pour évaluer justement l'impact des croisières sur la principauté. Nous avons pris sur toute une saison, on a eu presque 8000 formulaires. Nous avons demandé toute une série de questions aux passagers qui débarquaient des bateaux. Et donc nous avons vu que tout ce qui a comme impact direct et indirect représente plus de 27 millions d'euros pour la principauté. C'est important d'attirer les bateaux grand luxe parce que c'est là où il y a les passagers qui ont le plus de ce qu'on appelle spending power, les gens qui peuvent dépenser le plus. Sur un bateau de grand luxe, un passager en moyenne paye sa cabine entre 500 et 1000 euros par jour. Donc c'est des passagers qui ont un fort potentiel de dépenses et donc quand ils viennent en principauté, ils vont aller consommer dans les restaurants, dans les hôtels, dans les boutiques et c'est là où l'attrait principal pour la principauté. La qualité de vie était également au cœur des discussions lors de cette réunion plénière. La principauté bénéficie d'une importante diversité de nationalités. Tous souhaitent participer aux échanges et au partage des expériences, notamment les résidents étrangers. Je pense que c'est très important parce que les Monégasques ont des représentants, les 8000 Monégasques peuvent s'exprimer, mais les 29 000 résidents étrangers ont plus de difficultés à s'exprimer et effectivement la commission qualité de vie a tenu à écouter des représentants de la société civile, les consuls honoraires des puissances étrangères à Monaco qui représentent les résidents étrangers et puis aussi l'association des femmes chefs d'entreprise qui nous a apporté vraiment des remarques
extrêmement pertinente. Dans la continuité de l'action gouvernementale en matière de communication, l'application Monaco Welcome présente de façon conviviale tous les atouts de la principauté. Dans la même lignée, le site Info Chantier propose dorénavant un état de la circulation monégasque en temps réel. Et alors que le CSA se réunissait au musée océanographique, quasiment au même moment de l'autre côté de Monaco, au Monte Carlo Bay, des médiateurs étaient réunis. Ils font partie de l'AOMF. Alors que se cache-t-il concrètement derrière ces initiales? C'est ce que je vous propose de découvrir notamment dans ce reportage. Médiateur, protecteur du citoyen, l'ombudsman joue un rôle essentiel. À Monaco, pendant 3 jours, l'association des ombudsmen et médiateurs de la francophonie s'est réunie. L'occasion pour ses membres d'évoquer plusieurs thématiques et d'échanger surtout lors de plusieurs temps forts, comme celui-ci en présence de son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II. C'est la première fois que la Principauté accueille une rencontre des institutions indépendantes et publiques de médiation et de protection des droits, francophones en l'occurrence. Donc c'est une grande première et puis un moment d'autant plus symbolique qu'il intervient en ce mois anniversaire qui marque les 3 ans de la création du Haut-Commissariat monégasque et puis les 1 an de son adhésion à l'AOMF. Par cette invitation, j'ai d'abord tenu à remercier mes homologues pour l'excellent accueil qu'ils ont réservé à notre jeune institution monégasque en nous admettant au sein de ce réseau et d'autre part à témoigner des relations privilégiées que nous sommes parvenus à nouer avec nos collègues donc du réseau francophone, non seulement au plan multilatéral bien entendu, mais également au plan bilatérale, puisque certains pays, la France, la Belgique, le Luxembourg notamment, nous ont très rapidement ouvert leurs portes et permis d'effectuer des visites d'études qui ont été très enrichissantes et qui ont effectivement vocation à se poursuivre. C'est aussi une façon de témoigner de la volonté d'implication du Haut-Commissariat dans les actions de coopération à l'international. D'abord parce que c'est de l'échange d'expériences et du débat d'idées que naissent les bonnes pratiques qui permettent à nos institutions d'être toujours plus efficaces dans l'accomplissement de leur mission au service des administrés. Et aussi parce qu'il me paraît important de porter la voix de Monaco dans ces instances internationales et d'afficher l'engagement qui est le sien pour le respect et la promotion de l'état de droit. En marge de cette réunion et de ce séminaire, les participants ont pu rencontrer le ministre d'État et le président du Conseil national. Avant de poursuivre les débats ici, l'association existe depuis bientôt 20 ans. L'association des ombudsman et médiateurs de la francophonie regroupe les ombudsman, les médiateurs, les défenseurs des droits, les défenseurs civiques, les protecteurs du citoyen des pays appartenant à la francophonie. Aujourd'hui, nous avons une 50aine de membres répartis en Afrique, en Europe et en Amérique. Nous n'avons pas encore de membres actifs en Asie, mais voilà un peu la composition de cette association. Nous avons fait un état des lieux de la médiation en Afrique, en Europe et en Amérique. Donc un peu voir où on en est à ce niveau-là. Donc pour nous, c'est important de tenir cette réunion régulièrement. Nous allons examiner la question plus spécifique du rôle des médiateurs comme défenseurs ou protecteurs des droits fondamentaux, des droits de l'homme. Donc dans plusieurs institutions, notamment à Monaco, il y a cette double casquette. Le médiateur administratif qui aide à la résolution des problèmes administratifs des citoyens, mais aussi cette autorité indépendante qui peut être saisie lorsqu'il y a des problèmes de violation supposée des droits fondamentaux. Et cette réunion des instances dirigeantes de la OMF, tout comme ce séminaire, auront aussi permis de sensibiliser les citoyens à la fonction d'ombudsman qui chaque jour agit au service de la population. Dans le reste de l'actualité, Larvoto toujours, mais dans un tout autre lieu. La Villa Saubert, l'un des 2 lieux qui composent le NMNM, propose une toute nouvelle exposition présentée, vous le voyez, à Son Altesse Royale, la Princesse de Hanovre. Designing Dreams, a Celebration of Leon Bakst est organisée à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance du célèbre décorateur des ballets russes. Exposition à découvrir jusqu'au mois de janvier.
Autre événement dans un tout autre style qui était également ouvert à compter de ce vendredi 21 octobre, il s'agit de la foire attraction. Chaque année, vous le savez, elle se déroule sur le port Hercule et il s'agit quasiment d'une tradition. Chaque année également, les membres de la mairie partagent un instant convivial avec les forains. Fabien Bonny a rencontré à cette occasion Georges Marsan. C'est une manifestation un peu institutionnelle pour la mairie de Monaco avec le village de Noël. Et c'est vrai que les Monégasques et les résidents attendent la foire dans le cadre évidemment de la fête nationale, puisqu'elle commence aujourd'hui, elle se terminera le 19 novembre. Et donc c'est quelque chose, moi je me souviens de mon enfance, j'ai toujours connu la foire et je l'attends encore aujourd'hui. Un point sur la sécurité, qu'est-ce que l'on peut dire justement de la sécurité qui est mise en place ? Alors nous, on a essayé cette année, compte tenu des mesures de sécurité qui sont mises en place sur le territoire monégasque, toujours d'allier convivialité et sécurité. Donc aujourd'hui, vous avez 6 points d'entrée, 4 sur la promenade supérieure et 2 sur l'inférieure, qui vont être contrôlés avec des agents de sécurité, des fouilles au sac, des détecteurs de métaux et même durant la nuit quand la foire est fermée, de la sécurité chien pour vérifier si l'espace est bien sécurisé. Et puis bien entendu, vous verrez qu'en plus de notre espace sécurisé, il y aura des plots en béton sur le port pour sécuriser évidemment les files d'attente, parce qu'il y a beaucoup de monde à la foire et beaucoup de passages pour que les personnes soient protégées. La foire dont il sera question dans une prochaine édition à travers un reportage au sein de ces allées. Nous allons maintenant parler sport puisque Monaco accueille jusqu'à dimanche les championnats du monde d'aviron de mer. Vendredi, les qualifications étaient organisées et elles ont été suivies de très près par Frédéric Elion, Alexandra Paolini et Louis Borgia. Au Pérou, à Lima, lors des derniers championnats du monde, la Société nautique de Monaco avait brillé. 2 bateaux inscrits, un double et un 4 avec barreur pour 2 titres mondiaux à la clé. Fort de ces bons résultats et du succès du Challenge Prince Albert II depuis des années, la Fédération internationale des sociétés d'aviron a confié à la Société nautique de Monaco l'organisation des championnats du monde des clubs d'aviron de mer. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée jeudi soir à l'auditorium Régnier 3. Vendredi débutaient les éliminatoires, qualificatifs pour les finales de samedi. Les courses s'enchaînent par vagues de 20 minutes avec 15 bateaux par série. 3 catégories sont représentées, solo, double et 4 avec barreur. On a 750 rameurs, c'est un record historique. Jamais il y avait eu autant de rameurs inscrits. Le nombre de nations est aussi très important, 31 nations. Alors les chiffres c'est une chose, mais aussi la qualité des rameurs est là pour montrer que là on est vraiment à un virage de l'aviron de mer qui prend maintenant une dimension différente de celle qu'on avait avant. Avant c'était plus orienté club, maintenant on commence à avoir des compositions fédérales. Là on voit qu'il y a vraiment un changement et le nombre de spectateurs qui sont là, le nombre de bateaux fait qu'on est rentré dans une nouvelle ère et moi je suis très fier que ça se passe ici à Monaco. Le double monégasque composé de Quentin Antonielli et de Giuseppe Alberti était le premier à entrer en lice dans ces championnats du monde côté monégasque. Des débuts réussis avec une course remportée en 16 minutes 41 secondes et 40 centièmes, 20 secondes devant les Espagnols de Séville. Ce matin, c'était plutôt une course d'observation pour la finale de demain. On savait donc que ça, normalement, sans grosse faute, ça devrait passer. Et donc notre objectif, c'était de faire le premier bord à fond et de voir qui s'accrochait, comment ça se passait, comment réagissait la concurrence. Et donc sur le premier bord, on a réussi un peu à décaler. Et nos collègues espagnols qui font 2e l'an dernier ont coupé à peu près en même temps que nous sur le 2e bord. Du coup, je pense qu'ils observaient aussi pas mal. Ça va réserver des surprises pour demain. Lors de la finale, samedi, les Monégasques défendront leur titre mondial obtenu au Pérou l'an dernier sur un parcours de 6 km avec 6 bouées à contourner. Ça met un peu de pression supplémentaire quand même, comme on doit défendre notre titre à domicile. Par rapport à Lima, on retrouve tout le podium de l'an dernier, non compris. Et il va y avoir donc d'autres bateaux qui n'étaient pas sur le podium mais qui étaient passés un peu à travers. Je pense à un bateau italien qui s'était retourné l'an dernier, qui cette année seront normalement présents.
On y rajoute un bateau français qui sera normalement pas trop mal, un autre bateau grec qui ont déjà prouvé qu'ils n'étaient pas mauvais. Donc ça va faire de la concurrence en plus, c'est ce qu'on demande. Tout est ouvert, donc on est OP pour envoyer la sauce. Le prince Albert II est venu encourager les rameurs monégasques et a assisté à la course du deuxième bateau de la Société nautique de Monaco en 4 avec barreur, qui termine 3e de sa série. Le premier 4, champion du monde au Pérou, a remporté sa série et sera aussi en finale samedi après-midi. Et Frédéric Hélion s'est également penché sur un autre événement sportif cette semaine, les 3e championnats d'Europe de pétanque vétérans. Alors les Monégasques ont-ils conservé leur titre? La réponse dans ce reportage. Toutes les délégations sont arrivées lundi en principauté, 28 nations, un record pour une telle compétition, toutes avec le même objectif, détrôner Monaco, tenant du titre, pour devenir le nouveau champion d'Europe vétéran de pétanque. Début des matchs le mardi avec des triplettes composées de joueurs âgés de plus de 55 ans avec un remplaçant. Lors d'un premier tour, toutes les équipes s'affrontent. Les meilleurs accèdent au tableau principal pour disputer le titre de champion d'Europe. Les moins bonnes disputent la Coupe des Nations. La finale opposait jeudi après-midi les Pays-Bas au Luxembourg. Après 3 mènes, les Néerlandais mènent déjà 4-0. Excellent au tir, ils profitent aussi de quelques erreurs des Luxembourgeois, meilleurs au point mais en difficulté au tir. 6-1 puis 8-2 pour les Pays-Bas avant la 8e et dernière mène qui tourne à la démonstration. 5 points et un succès 13-2, la triplette néerlandaise devient championne d'Europe vétéran grâce à un quasi sans faute au tir. C'est vrai, j'ai manqué une mène, comme on dit, de boule, mais sinon dans l'ensemble, je crois avoir tout frappé, puis qui nous a permis de garder le score devant. Je suis très fier, surtout que je suis d'origine marseillaise, j'habite aux Pays-Bas depuis 1975, j'ai 41 ans, voilà, bon. Ça fait plaisir, surtout mes partenaires aussi, ma famille aussi. Une équipe néerlandaise surprenante, très costaud mentalement, boulistiquement, rien à dire. Pas de faute de jeu, pas d'erreur de commise dans le jeu, dans l'approche. C'était parfait. Je pense qu'ils ont vraiment mérité le trophée. Les Pays-Bas ont donc détrôné Monaco, éliminé en quart de finale par le finaliste luxembourgeois. Daniel Merello, il y a Gilbert Simeli, Paul Olivier, notre barreur, qui lui a été costaud tout le long, et Yves Governatori. Donc, leur performance, ils ont alterné le très bon et le très moyen. Je pense qu'ils ont eu quand même une pression négative. Ça se comprend, le fait de jouer à domicile, ils se sont peut-être pas libérés aussi naturellement que les autres. Donc ils ont été un petit peu en dedans. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils ont joué petit bras, mais la pression était forte. La triplette monégasque a désormais 2 ans pour se préparer afin d'essayer de reconquérir le titre lors des prochains championnats d'Europe vétérans en 2018. Vous aviez pu suivre en début de semaine un reportage consacré à la réunion qui se déroulait ici sur le Rocher, réunion des sociétés nationales de Croix-Rouge des petits États d'Europe. À cette occasion, plusieurs sujets avaient été abordés, comme celui-ci, l'implication de la jeunesse. Vous le découvrez sur ces images, Laetitia Vecchirini, que nos équipes avaient pu suivre d'ailleurs au Burkina Faso, a pu parler de son expérience de jeune leader bénévole, de ce qui a été mis en œuvre par la Croix-Rouge monégasque et de la mobilisation de la jeunesse. Et nous allons à présent, comme prévu d'ailleurs, retrouver notre invité du week-end qui avait pris part à cette réunion. Il s'agit du secrétaire général de la Fédération internationale de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge. Merci de nous accorder quelques minutes pour cet entretien sur Monaco Info. Nous sommes au siège de la Croix-Rouge monégasque. La semaine est marquée par cette réunion organisée ici. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en présenter les enjeux et les thématiques ? Tout d'abord, la Croix-Rouge monégasque est une des premières sociétés nationales à faire partie de la Fédération internationale de Croix-Rouge et Croissant-Rouge. Une des sociétés nationales parmi 190 qui réunissent leurs efforts pour répondre aux besoins des populations partout qu'elles soient. Pas seulement au moment des grandes crises, mais aussi dans des situations de plus de stabilité
relatives où soit les personnes âgées ou les jeunes ou bien les personnes en mobilité réduite peuvent avoir besoin d'une main solidaire, mais également aussi quand on a des grands chocs comme nous le vivons en ce moment avec la migration, conjuguer nos efforts pour répondre aux besoins du plus grand nombre. Donc la Croix-Rouge monégasque a invité ses pairs de la sous-région sous le label des sociétés nationales des petits pays, mais l'humanité que nous partageons et les actions humanitaires que nous menons dénoncent un tout petit peu cette appellation, parce qu'il n'y a pas de petits pays pour faire une grande action pour une grande cause. Vous avez pu entendre le président de la Croix-Rouge monégasque, son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II. Que pouvez-vous nous dire, que pouvez-vous retenir de son discours ici? Mais tout d'abord, que sa présence nous rappelle combien il est important d'exercer un leadership qui soit avec compassion, avec intérêt, sur les choses qui touchent les personnes et les gens. Et donc, tous les participants ont été très touchés par cette présence. C'est également aussi de démontrer que Monaco est un bel exemple pour toutes les causes auxquelles nous aspirons. Donc, un bel exemple de cohésion sociale. Il est rare de voir un pays où les autochtones sont minoritaires, mais tout de même, il y a une certaine cohésion sociale qui peut servir d'inspiration. Il y a également aussi un réseau de solidarité. Donc, je rentre de Dakar hier soir, où, avec la Croix-Rouge burkinabé et les sociétés nationales de Croix-Rouge du Sahel, un des exemples qui a été mis en exergue comme modèle de coopération et de partenariat était la coopération entre la Croix-Rouge monégasque et la Croix-Rouge burkinabé. Ce qui nous rappelle, comme je le disais tantôt, il n'y a pas de petit pays pour faire une grande action, pour une grande cause. Vous parliez il y a quelques minutes des migrations. C'est vrai que l'année 2016 n'est pas encore terminée, mais je crois qu'on peut estimer à plus de 330 000 le nombre de réfugiés qui ont atteint l'Europe, que ce soit par la terre ou par la mer. Nous sommes géographiquement pas très loin de l'Italie, où il y en a aussi. Que pouvez-vous nous dire que pouvez-vous dresser comme état des lieux justement à ce jour avec votre regard sur les réfugiés? Nous vivons dans un monde qui se globalise davantage à tout point de vue. Les distances n'ont plus de sens. On peut aller d'un coin du monde à l'autre en 24 heures aujourd'hui. Mais c'est un monde également qui souffre pour plusieurs raisons. Donc on parle de 320 000, 330 000 réfugiés en Europe, mais on a 65 millions de réfugiés dans le monde. Jamais a-t-on atteint autant de personnes qui ont été obligées de quitter leur domicile pour raison de sécurité depuis la Seconde Guerre mondiale. À cela s'ajoutent les migrants, qu'on qualifie parfois de migrants économiques, ce qui fait monter le chiffre à près de 125 millions. Donc ça, c'est des échelles qu'on n'a jamais atteintes jusqu'à présent. Ceci donc nous rappelle que, bien entendu, nous devons répondre, mais si les besoins ne sont pas diminués, si les facteurs qui poussent les gens sur les voies de l'exode ne sont pas traités, nous aurons toujours à faire face à un nombre grandissant de personnes, et notre faculté à faire face va donc souffrir au long du chemin. En Europe, aujourd'hui, ce que nous voyons, 320 000, certes, mais c'est 3 millions en Turquie, 1 million au Liban, donc le tiers de la population libanaise, 1 million en Jordanie, qui n'est pas un grand pays, donc non plus. Et nous voyons que ces réfugiés, ils viennent de si loin, de l'Afghanistan, ils viennent de l'Irak, ils viennent de la Syrie, mais également aussi ils viennent de la Somalie, ils viennent de l'Érythrée, ils viennent du Soudan ou bien du Sahel. Donc tout cela nous rappelle encore une fois que les fragilités auxquelles nous faisons face, qui sont dues soit à des causes politiques, qui appellent des solutions politiques. Et c'est la raison pour laquelle, devant la présence de son Altesse ce matin, il était important de rappeler et de servir de son exemple que le leadership doit aussi servir à apporter sa contribution à la résolution des problèmes qui poussent les gens. D'ici là, donc ce que nous faisons en tant que mouvement Croissant-Rouge et Croix-Rouge, c'est donc d'être auprès des gens, dans les pays d'origine, dans les pays de transit, mais également aussi dans les pays d'arrivée. Et nous sommes les seuls qui pouvons dire aujourd'hui que nous sommes présents tout au long de ce continuum pour répondre aux besoins des gens, donc les informer pour que les migrants aussi sachent que tous les mirages qui sont vendus
par les trafiquants et les contrebandiers ne reflètent pas la réalité. Mais ceux-là qui ont pris le chemin, qui ont besoin d'être protégés, qu'on les protège, et ceux-là qui ont besoin d'être assistés ou bien même sauvés en mer, qu'on le fasse. Et c'est la raison pour laquelle, avec la Croix-Rouge monégasque, il y a une intervention en Italie. Avec l'Italie, il y a un bateau que nous avons en mer donc pour sauver les gens qui sont en détresse, mais aussi en Grèce, où nous gérons, avec les autres partenaires européens, donc des sociétés nationales, près de 50 000 réfugiés donc, dans des camps, et sans compter nos interventions dans tous ces pays. Et nous continuerons à le faire donc, de manière solidaire et en partenariat avec tous ceux qui sont présents ici. Alors justement, pour participer à cette solidarité, qu'est-ce que nous pouvons faire à notre échelle? Qu'est-ce que les téléspectateurs qui vous entendent aujourd'hui peuvent faire pour justement vous aider et aider toutes ces personnes? Nous rappeler que cette humanité est une humanité que nous partageons tous. Les personnes qui sont en situation de refuge aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, c'était de fiers pères de famille, de mères de famille qui s'occupaient d'eux-mêmes et s'occupaient donc de leurs enfants et de leur famille. Se retrouver dans une situation de refuge, un réfugié, ce n'est pas une identité. Un migrant, ce n'est pas une identité, c'est une situation. C'est une situation dans laquelle chacun pourrait se trouver. Et donc, on peut tous faire quelque chose. On peut s'informer, on peut donner de son temps, on peut donner de ses moyens. On peut aussi être un volontaire au niveau de la Croix-Rouge. On peut contribuer aux appels que nous faisons donc pour essayer donc, de répondre aux besoins auxquels nous faisons face. Besoins qui, je le rappelle, ont atteint un niveau qui n'est point comparable avec ce qu'on a vécu ces derniers temps. Et donc nous en appelons à la solidarité, nous en appelons tout simplement à l'humanité de chacun d'entre nous pour participer à cet effort commun qui nous rappelle combien nous sommes privilégiés de pouvoir faire partie de la solution et ne pas être des victimes nous-mêmes. Merci beaucoup, merci pour ce témoignage. Merci pour cette occasion. Voilà pour cet entretien et pour ce que l'on pouvait dire de l'actualité en cette fin de semaine. Je vous propose à présent de découvrir vos prévisions météo. Samedi, le soleil gêné par des nuages progressivement plus nombreux en cours de journée, un vent faible à modéré, risque de pluie. Avant la nuit, température comprise entre 15 et 19 degrés. Dimanche, détérioration du temps, de la pluie dans la nuit et dans la matinée. Le ciel sera menaçant dans la journée, percée laborieuse du soleil. Lundi, un ciel encore incertain et changeant, risque passager de pluie et des températures conformes à la saison de 14 à 19 degrés. Mardi, un ciel gris et un peu de pluie en début de matinée, comptez jusqu'à 16 degrés pour le mercure. Fin de cette édition, merci pour votre fidélité. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info. Et vous savez également que l'actualité se poursuit sur le www.monacochannel.mc ainsi que sur les réseaux sociaux. À très bientôt.